évidemment, dans quelques instants, nous prendrons le temps de nous pencher sur les consultations, négociations, sur ce nouveau gouvernement qui n'est toujours pas nommé. Mais avant ça, il y a plusieurs sujets d'actualité sur lesquels nous allons vous interroger, à commencer par cette vente. 12 Rafales ont été vendues par la France à la Serbie. Est-ce que vous saluez l'excellence technologique militaire française et les talents de VRP du président de la République ? Ah oui, bien sûr, je salue notre industrie de défense qui est une des meilleures au monde. Je salue le travail de Dassault qui fait un travail aussi formidable, à la fois technologique et dans la représentation des intérêts industriels de la France. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que le matériel français s'exporte, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est dans un moment où notre industrie d'armement est très sollicitée, où le budget militaire a augmenté. Et c'était nécessaire, et le Rassemblement national a voté pour cela. J'étais son représentant à la Commission Défense pour ça. Et pour ça, il faut exporter pour financer la recherche et le développement de ce qu'on appelle la BITD, c'est-à-dire l'industrie de défense française. C'est un point d'excellence et c'est un message d'espoir. La France a les talents, a les ingénieurs, a le savoir-faire. Ce qui manque parfois, c'est l'allant politique, c'est l'environnement fiscal ou d'encouragement industriel. Mais les bases sont là et c'est rassurant. Ça veut dire quoi, l'environnement fiscal ? Aujourd'hui, on sait que beaucoup de nos entreprises sont empêchées dans leur développement parce qu'elles sont étouffées par les charges, les taxes, la fiscalité, que souvent elles ne peuvent pas travailler, employer, investir. C'est ce qui parfois ralentit un univers aussi technocratique, administratif, qui peut les freiner, un univers concurrentiel aussi parfois avec l'Europe qui peut être un frein, mais pourtant les talents sont là, et c'est, je crois, le message d'espoir qu'envoie cela. Et aussi nos relations avec la Serbie qui est depuis très longtemps francophile, qui a des relations avec notre pays importantes, et c'est une forme de dégel qui est un encouragement. Qui permet précisément de favoriser, comme le dit le président de la République, leur accession future à l'Union européenne. Nous ne sommes pas pour l'élargissement, vous le savez, de l'Union européenne. En revanche, avoir des relations avec la Serbie comme avec d'autres pays, c'est intéressant parce que la Serbie est un pays charnière, ça permet d'avoir des relations diplomatiques avec d'autres pays, et ça pourrait finalement augurer d'un nouveau rôle de la France, peut-être de l'Europe, sur la scène internationale, rôle que nous avons perdu depuis le général de Gaulle, comme nous étions cette puissance d'équilibre à laquelle tout le monde faisait référence et qui était utile parfois dans la recherche de la paix. Donc Emmanuel Macron est un bon VRP, à vos yeux ? Dassault est une belle entreprise, en tout cas. Oui, c'est incontestable. Mais qu'est-ce que la France pourrait faire de plus dans le domaine militaire ? Attendez, on a un programme, on a des politiques publiques quand même très volontaristes, il y a des groupements industriels, on leur consent quand même un certain nombre d'avantages, on leur consent des avantages fiscaux avec le crédit impôt recherche, ça va même parfois un peu plus loin. Qu'est-ce que vous pourriez donner de plus ? Est-ce qu'on n'a pas déjà tout donné ? L'idée n'est pas de donner, l'idée est d'encourager et de donner un cadre précis. Vous savez, moi j'ai un exemple, c'est-à-dire que l'idéologie s'est infiltrée dans l'industrie militaire. Je vous explique. Aujourd'hui, on veut par exemple faire l'avion du futur et le char du futur absolument avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a derrière une volonté politique européiste de montrer qu'on travaille ensemble. Alors que la France serait tout à fait capable, et on le voit bien avec Dassault, de le faire seule. Pourquoi est-ce qu'on veut le faire absolument en commun ? Parce qu'on a eu d'autres succès, comme Ariane par exemple. Bien sûr, ça a marché, parce que chacun apportait sa pierre technologique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour le char du futur, par exemple ? Eh bien, on veut le faire absolument avec l'Allemagne. La France a gelé ses programmes de recherche propres pour travailler uniquement sur le projet franco-allemand. Que fait l'Allemagne ? Elle gèle le projet franco-allemand et investit dans son industrie avec Rheinmetall propre pour développer son propre char et finalement damer le pion à la France. Une fois encore, c'est cette volonté européiste qui, sous des aspects séduisants, peut nuire aux entreprises françaises. Nous garantissons à nos entreprises que nous les aiderons. Industrie, agriculture, dans la description que vous nous faites, là, les Allemands ne sont pas nos amis. Ils sont nos alliés. Nous, on parle souvent... Mais où est la limite ? Je vais vous expliquer. Alors, je vais vous donner... Je ne pensais pas qu'on passerait autant de temps sur ce sujet, mais c'est important. Je suis le représentant du RN dans la commission défense et j'ai pu aller à l'Assemblée allemande discuter avec nos homologues. Eux, ils étaient très clairs. Quand on leur disait, mais nos projets en commun, et les gars nous regardaient, ils disaient, nous, notre intérêt, c'est l'industrie allemande. Ah oui. Et donc, on parle, nous, de couple franco-allemand. Eux parlent d'association d'intérêts. Et on a une forme de naïveté émotionnelle vis-à-vis de l'Allemagne, là où eux ont une froideur industrielle, et je crois malheureusement que c'est eux qui ont raison. Monsieur Jacobelli, la Serbie n'a pas condamné l'attaque russe, l'invasion russe de l'Ukraine. La Serbie est un allié historique de la Russie. La Serbie a par ailleurs des sujets internes avec le Kosovo. Fallait-il vendre des armements aussi sophistiqués à un pays qui n'a pas pris position clairement dans le conflit qui se joue là, aux portes de l'Union européenne ? La Serbie voulait manifestement acheter des avions militaires. Soit elle nous les achetait à nous, soit elle les achetait à d'autres.
Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit la France qui influence? Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit du matériel français? Ou est-ce qu'il vaut mieux acter que la Serbie passe avec d'autres alliances complètement à 100%? Notre intérêt, l'intérêt de la France, c'est d'avoir des alliés dans le monde et c'est d'aller dans le sens de la paix. Et pour ça, il ne faut pas livrer un certain nombre de pays limitrophes aux influences russes, chinoises, turques. Et donc, le plus on dialogue, le plus on a de liens avec ces pays, le plus on les ramène dans le champ d'une politique raisonnable, concertée et qui va vers la paix. Donc je crois que ça va dans le bon sens. L'autre actualité, nous avions ce matin des informations TF1 LCI, c'est sur le contenu de la garde à vue de Pavel Durov, le patron de Telegram. Donc il a été placé sous contrôle judiciaire, il est mis en examen. Cet homme qui a un passeport français, il y a eu un petit micmac sur la naturalisation de cet homme ces dernières heures. Est-ce que c'est une bonne chose que Pavel Durov ait eu la nationalité française grâce au dispositif La France émérite? Écoutez, je ne sais pas. Ce qui est troublant dans cette histoire, dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, je ne vais pas ici juger, il y a une enquête en cours. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est le climat de ces derniers temps. Non, mais le Rassemblement national se positionne fréquemment avec beaucoup d'aisance sur qui peut ou ne peut pas avoir la nationalité française. Vous avez absolument raison. Je ne connais pas le détail de cette naturalisation. Pour nous, la naturalisation française est quelque chose qui doit être mesuré, exceptionnel, et lié au mérite et à l'inclusion à la nation française. Je ne sais pas si c'est le cas du patron de Telegram, mais je ne veux pas faire de jugement a priori. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on voit que sur Instagram, un certain nombre de comptes sociaux sont fermés, notamment de droite. On voit qu'une chaîne de télévision va fermer parce que apparemment elle ne plaît pas à la gauche en France, et on voit un patron d'une messagerie qui est inquiété. Je voudrais que, quels que soient les motifs qui sont derrière et que je ne connais pas, qui sont peut-être sincères, il n'y ait pas de coup de boutoir contre la liberté d'expression en France, qui est quand même le pays où... Vous mélangez un peu tous les sujets, là, monsieur Jacobelli. Vous faites allusion à une décision de l'Arcom, qui est l'autorité qui gère la pluralité, et qui vise au respect des règles d'égalité pour les médias en tout cas, France, qui est censé le faire, oui. Et les réseaux sociaux, c'est pas du tout le même sujet là. Si, parce qu'à chaque fois on parle quand même de liberté d'expression, et on voit bien que des choses qui étaient... On ne parle pas de liberté d'expression. Il y a un article dans Le Parisien ce matin qui explique que sur Telegram, sur des chaînes Telegram, on voyait des photographies de viols de bébés. Que c'est ça la question, c'est ce qui se passe sur une forme de dark web qui est finalement très accessible via Telegram. C'est ça la question de Telegram. J'ai bien dit, en dehors de ce qu'on peut reprocher, il y a quand même un climat général. Écoutez, vous êtes bien d'accord que cette affaire, elle est troublante. Il sait qu'il est recherché, il atterrit en France, il dit qu'il doit voir le président de la République, il est arrêté, le président de la République lui-même prend le temps de se justifier lors d'une interview à l'étranger. Tout cela est très complexe, donc permettez-moi de le dire et de généraliser le propos pour ne pas parler du cœur de l'affaire que je ne connais pas. Mais je pense qu'autour de cette table, personne ne connaît tout exactement. Non, mais vous êtes un utilisateur de Telegram? Bien sûr, oui. Donc, et pour la liberté, parce que c'est sécurisé, parce que c'est sécurisé. Très bien. Mais sur cette même messagerie sécurisée, il est prouvé par les enquêteurs, mais aussi depuis des années, qu'il y avait effectivement liberté pour un certain nombre de criminels de faire prospérer leurs activités. Où mettez-vous le curseur entre liberté d'expression sur des réseaux sécurisés et libre possibilité à des criminels de faire des choses absolument odieuses et qui vont contre la liberté des gens? Vous avez raison. Je pense que si on devait prendre une comparaison, peut-être pour les plus anciens qui nous regardent, c'est la Poste. Quand vous envoyez un courrier par la Poste, on ne sait pas ce que vous écrivez dedans. La Poste Mais la Poste non plus, tandis que Telegram peut savoir ce qu'il y a sur les... Normalement non, puisque c'est censé être crypté, etc. Mais c'est là qu'est la limite, et vous avez raison, et c'est pour ça qu'il faut analyser le dossier avec finesse. Je pense qu'il faut effectivement assouplir du côté de Telegram, c'est-à-dire que quand il y a un réseau pédophile, par exemple, ou un réseau terroriste qui utilise Telegram, il faut là vraiment, s'il y a un juge qui fait une réquisition avec des preuves, assouplir l'accès aux communications. Évidemment, mais est-ce que ça passe par l'arrestation du PDG comme ça sur un aéroport? Je ne sais pas, et la question est posée. Est-ce que la règle, c'est pas la justice, monsieur Jacobelli? Quand la justice demande à Telegram de lever l'anonymat, quand la justice demande à Telegram de fournir des informations et qu'elle refuse de le faire, est-ce que finalement, c'est pas ça la règle? Mais c'est un problème qu'on a d'une manière générale et qu'on n'a toujours pas tranché avec les médias numériques aujourd'hui, qui ont parfois leur siège social dans d'autres pays. Ce sont des médias.
Oui. Qui ne sont pas régulés. Absolument. Vous venez de prononcer le mot. Mais exactement. Il faut les considérer comme des médias. Exactement. Et d'ailleurs, on a ce problème, il est général. Il touche aussi la télévision, la radio, je vous le dis. Pourquoi ? Parce que ce sont des médias qui peuvent diffuser des programmes qui ne correspondent pas, qui ne subissent pas les mêmes lois que celles qui sont vérifiées par l'Arcom. Donc tout ça a créé une dérégulation totale. Il faut probablement encadrer presque mondialement tout cela, mais s'agiter comme on semble le faire là, je ne suis pas sûr que ce soit la solution non plus. Tout ça doit être fait avec beaucoup de mesures, et il y a quand même un climat général en ce moment où on se demande si on peut tout dire. Je reviens quand même sur le fait que des comptes de médias en ligne plutôt classés à droite aient été fermés de manière unilatérale par le groupe Meta. Je trouve ça choquant. Monsieur Jacobelli, sur les réseaux numériques, un équilibre à trouver. Une information qui nous parvient à l'instant. On apprend qu'une fillette de 7 ans a été grièvement blessée hier soir. Elle se trouve entre la vie et la mort. Elle a été percutée par un homme sur une moto qui faisait du rodéo urbain, qui remontait une file de véhicules à haute vitesse avec la roue avant relevée. Elle a été percutée violemment au niveau d'un passage à niveau. Le suspect a été interpellé. Comment peut-on mettre fin à cette pratique ? J'ai, avec mon collègue Julien Audoul, déposé une proposition de loi sur les rodéos urbains. Aujourd'hui, vous le savez, la doctrine est pas de contact. C'est un passage piéton, évidemment. Pardonnez-moi, j'ai dit passage à niveau, c'est un lapsus. C'est un passage à piéton, se retrouver cette jeune fille. Bon, là, je connais pas ce dossier, mais de manière plus générale. La doctrine aujourd'hui, c'est pas de contact, et vous le savez très bien, aujourd'hui, nos gendarmes et nos policiers, si jamais il y a un blessé du côté des voyous, ceux qui vont être en garde à vue, ceux qui vont être exposés aux médias, ce sont les forces de l'ordre et pas les voyous, avec toute l'extrême gauche qui défilera en criant « la police tue » ou « il faut désarmer la police ». Et donc, il faut renforcer nos policiers et leur dire que oui, ils peuvent aller au contact pour les rodéos. Donc comme c'est le cas par exemple en Grande-Bretagne. Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, un sur-danger dans ce type de circonstances ? Ce véhicule, typiquement, là en l'espèce, il remontait une file de véhicules. Peut-on imaginer qu'un véhicule de police le percute et crée un risque supplémentaire ? On peut faire confiance quand même à la sagesse et à l'objectivité de nos forces de l'ordre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles se sentent stérilisées. C'est-à-dire qu'elles se disent, si on agit, ceux qui vont prendre un coup de bâton, c'est nous. Et donc, on laisse faire. On laisse faire d'ailleurs souvent sur ordre. Or, c'est pas possible. Parce que, effectivement, c'est parfois la vie de gens complètement innocents, de piétons, dans ce cas terrible, une fillette de 7 ans qui est en jeu. Donc, il faut maintenant que la fermeté, mais on l'a vu par exemple avec le refus d'obtempérer, il faut aujourd'hui que la fermeté, l'autorité, le respect de la police reprennent le dessus sur le laxisme et la lâcheté qui ont été le mot d'ordre de nos dirigeants et de nos gouvernants depuis des années. Il y a eu déjà différentes mesures sur les rodéos urbains, on voit bien qu'on n'arrive pas à les endiguer, il y a eu plusieurs plans, enfin c'est pas la première fois qu'on est confronté à ce genre de situation, on a l'impression qu'on ne trouve pas la bonne solution. Vous pensez vraiment... Le contact, et une fois que l'individu a été arrêté, la peine ferme et définitive. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous on peut voter toutes les lois de la Terre, toutes les peines de la Terre, si les juges ne les prononcent pas, si les juges refusent d'envoyer en prison ou de faire une amende, de donner une amende à ceux qui ont contrevenu aux règles de la République, eh bien rien ne se passera. C'est ce que j'appelle le laxisme. Aujourd'hui, vous le savez, les lois, les juges font preuve de laxisme. Ah oui, clairement. Vous savez, 4 personnes qui doivent faire de la prison sur 10 n'y verront jamais la couleur des barreaux. Donc il y a vraiment un problème dans notre pays. Il faut construire des places de prison. Monsieur Jacobelli, en revanche, 50% des gens qui sont en prison n'ont toujours pas été jugés. Aussi. Vous ne trouvez pas ça aberrant ? Mais il y a un paradoxe terrifiant. C'est aberrant, non ? Il y a un paradoxe Et on terrifiant. nous dit qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Non mais il y a un paradoxe terrible, c'est-à-dire une justice lente, et là pour le coup... Mais monsieur Jacobelli... Et là pour le coup, c'est un manque de moyens, on ne peut pas blâmer les juges qui prennent le temps de faire leur travail, et un laxisme. Les deux composés, ça fait un cocktail terrible. Mais il faut aussi dire la vérité aux gens, même si le Rassemblement national arrive au pouvoir demain, vous ne construirez pas des places de prison en 1 mois, en 6 mois et même en 2 ans. Mais vous avez raison. Cela prend des années et des années. Mais bien sûr. Et certaines municipalités, alors je ne vais pas dire même Rassemblement national, puisque je n'ai pas d'éléments à faire valoir là, moi, factuellement, mais les maires n'acceptent pas la construction de prisons sur leur commune. C'est compliqué, mais vous savez, il y a des moyens. Alors, d'abord, en 7 ans, les fameuses 10 000 ou 15 000 places de prison qu'on nous avait promises, pas une. Donc, là, il y a un manque de volonté de la part d'Emmanuel Macron et de ses équipes. Deuxièmement, vous savez que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les communes sont obligées de construire des logements sociaux. Voilà, une part de leur logement doit être du logement social. Ils sont obligés ou ils payent une amende. Absolument. Il faudrait considérer la construction de prisons dans ce quota-là, pour inciter les communes. Même pour les municipalités RN.
Donc vous dites aux élus RN, il faut accepter. Une municipalité est une municipalité, et je dis aux élus RN qui respectent la loi et qui respecteront toujours la loi que il y aura un certain nombre de critères, et s'ils les respectent, ils les respectent. Même chose pour les centres de rétention administrative. Les centres de rétention administrative. Là aussi, il y a un vrai souci. Pourquoi est-ce que ça existe? Parce qu'aujourd'hui, on a déclaré que ceux qu'on allait expulser, c'était les pires des pires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être expulsé de France, il faut vraiment avoir tué son voisin ou violer sa voisine. Et encore, la probabilité que vous partiez est très faible. Et donc, on a créé ces CRA, centres de rétention administrative. Il faut, là encore, et c'est ce que nous ferons, nous, une fois au pouvoir, que l'expulsion soit plus rapide, automatique et immédiate pour les criminels et les délinquants. Oui, mais vous aurez exactement les mêmes problèmes que le gouvernement actuel, c'est-à-dire que la difficulté d'obtenir l'autorisation du pays d'origine. Vous savez bien à quel point c'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand on est lâche. Quand on prend un certain nombre de pays comme l'Algérie, par exemple, qui est un des pays qui pose le plus de problèmes, puisque c'est la nationalité où on a le plus d'OQTF. Je ne prends pas cet exemple au hasard, hein, j'ai rien contre l'Algérie, mais il se trouve que c'est eux les numéros 1 là-dedans. On a des relations avec l'Algérie qui sont à la fois commerciales, diplomatiques, on délivre des visas à l'Algérie, on a des accords, notamment de visa avec l'Algérie, tout ça, ça se négocie, et tout ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Aujourd'hui, vous ne me faites pas croire que le plus puissant des deux, c'est l'Algérie. Non, c'est la France qui a le plus de moyens de rétorsion. Donc, c'est quand on veut, on peut. Et M. Darmanin, au lieu d'aller mettre un genou à terre devant les terroristes du FLN, aurait pu, par exemple, négocier avec le gouvernement algérien le retour systématique de ses ressortissants. Il faut cesser de soigner les dirigeants algériens qui viennent en France. Ça fait partie des arguments. C'est une question de vie ou de mort. Voilà, il faut être humain quand même. Donc, je pense que les arguments, ils sont plutôt financiers, notamment les transferts d'argent de personnes algériennes qui travaillent en France. Ou le rationnement des visas. Y compris des... Il faut revenir sur les accords, il faut arrêter cette... 8h44, je voudrais que nous nous penchions sur les négociations, les discussions, il n'y a toujours pas de nouveau gouvernement. Posons les choses le plus simplement, le plus clairement possible, s'il vous plaît, Monsieur Jacobelli. Qui, le Rassemblement National, censurerait en cas de nomination gauche, centre-gauche, macronisme, droite, qui? D'abord, ça ne va pas vous surprendre, mais tous les noms qui sont évoqués ne nous satisfont pas. J'entends parler de M. Cazeneuve. Quel échec! C'est-à-dire qu'on en revient aux années Hollande, on en revient il y a 7 ans, c'est-à-dire que la Macronie, pendant 7 ans, aura ruiné la France pour en revenir au statu quo ante, à l'époque où c'était François Hollande, président de la République, et M. Cazeneuve, Premier ministre. Donc vous le censurez, vous demandez... Je vais vous répondre très clairement. Un gouvernement avec dedans un Vert, un LFI ou assimilé, censure automatique et immédiate. Un autre gouvernement, ce sera censure si jamais le programme, le budget ne nous paraissent pas aller dans le bon sens. Pardonnez-moi, je reviens sur votre première phrase, important pour clarifier les choses. Un gouvernement avec un Vert, un LFI ou assimilé, dites-vous. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou assimilé. Par exemple, pour moi, Madame Castet, c'est une LFI, voilà. Quand on l'entend parler, même si elle n'a pas sa carte, je pense qu'elle pourrait, entre M. Delogu et M. Boyard, avoir tout à fait... Mais vous n'avez pas répondu sur Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, il n'est ni LFI, ni écologiste. Il est présenté comme quelqu'un de plutôt centre-gauche. Il n'y aura pas une censure de principe. D'accord. Mais il pourra bien évidemment y avoir censure si dans son budget et dans son programme, il y a des choses qui nous paraissent aller à l'encontre des intérêts des Français. Et est-ce que c'est important pour vous qu'il dise, si jamais il était Premier ministre, qu'il se considère en situation de cohabitation avec Emmanuel Macron ? Ce sera le cas. Le problème, là on a un problème quand même assez terrible d'ailleurs, c'est qu'on a un président de la République qui a joué avec nos institutions et qui nous a amenés vers un chaos politique et institutionnel. Mais il on dit a un qu'il a président de la perdu République, Emmanuel Macron. Je permets juste de terminer, mais on a un président de la République qui refuse de comprendre que les Français ne veulent plus de lui. Ils lui l'ont dit aux européennes et au détour des législatives. Et moi, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron lâche les rênes. Je ne crois pas qu'il laisse le Premier ministre tranquille. Je ne crois pas qu'il accepte l'idée même d'une cohabitation, comme ont pu le faire Jacques Chirac ou François Mitterrand. Je crois qu'Emmanuel Macron, le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. C'est son ego, sa manière de diriger. Je peux juste me permettre, j'ai revu ce matin un extrait d'un grand débat dans lequel s'exprimait Emmanuel Macron. Et il disait, si un président de la République n'a plus la majorité, la seule issue,
c'est qu'il doit partir. Donc vous appelez à sa démission ce matin ? Alors, je me dis, c'est dommage qu'en 5 ans, il ait eu comme ça une crise. Mais c'est quoi d'amnésie l'issue totale. L'issue, M. Jacobelli, c'est quoi ? Il doit démissionner, c'est ce que part. vous dites ce matin. Oui, c'est sa Donc seule vous allez décision. voter la destitution avec la France C'est Insoumise, sa c'est ça seule l'idée décision de partir ou de ne pas partir. Il est élu, il est légitime. En revanche, aujourd'hui, tant qu'Emmanuel Macron sera président de la République, la France sera dans le chaos. Mais alors, est-ce que par exemple, l'idée de destitution qu'a posée Jean-Luc Mélenchon sur la table avec certains de ses proches, est-ce que vous y souscrivez ? Mais est-ce que vous savez toutes les étapes qu'il y Bien a sûr, c'est très avant long. qu'il y ait une destitution? On aura déjà Il y changé a 4 fois de Il y gouvernement. a quelque chose de l'ordre du symbolique aussi. Ah bah ça, dès qu'il s'agit de faire du ramdam, de taper sur un tambour et d'appeler les médias, vous avez Mélenchon et ça clique. Nous, on essaye d'être utile à la France. Voilà. On fait pas de la télé-réalité. On est élus de la nation. On essaye de protéger les Français. Les Français, ils nous ont donné un mandat, nous. C'est plus de sécurité, moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat. Et on sera vigilant à ces 3 points. Mais est-ce que vous, finalement, vous n'avez pas besoin de temps ? Vous dites, on ne va pas censurer tout de suite Bernard Cazeneuve, on va attendre de voir. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, on peut très bien le censurer si dans son budget, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Oui, mais finalement, le Rassemblement national a besoin de temps pour se reconstruire. Il y a quand même eu un très bon résultat aux européennes, un très bon résultat au premier tour des législatives, et puis un échec au second tour. Il y a quand même une question sur les candidats qui ont été choisis. Il faut se reconstituer. On sait bien qu'il y a un travail qui est fait dans les territoires. Est-ce que finalement, vous, ça vous arrange pas d'avoir 3 ou 4 mois devant vous, 6 mois, 1 an, pour vous remettre en ordre de marche? Un dernier mot. Des échecs comme ça, moi j'en souhaite à tout le monde quand même. C'est-à-dire passer de 87 députés à 100. Monsieur Jacobelli, vous dites aujourd'hui, le soir du second tour, vous n'étiez pas heureux. Jordan Bardella se voyait à Matignon. Nous aurions préféré avoir la majorité absolue et diriger le pays pour un peu plus de stabilité. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que nous serons dans cette 5e République en tourment le pôle de stabilité. Entre une extrême gauche qui veut le chaos dans les rues et un président de la République qui veut un chaos institutionnel, nous serons les garants du respect de la République, des institutions et de l'intérêt des Français. Merci beaucoup Laurent Jacobelli d'avoir Merci été à avec nous. vous.